Hello everyone, how are you doing today? Bonjour à tous chers amis, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, première chose, l'objectif de cette vidéo c'est d'améliorer votre grammaire en anglais et d'améliorer, deuxième chose, spécifiquement l'utilisation que vous faites des temps. Donc si vous vous mélangez les pinceaux au niveau des temps, ce sera parfait pour vous. Et aujourd'hui, on va se focaliser, troisième chose, sur les temps du passé. Notamment le past simple et le prétérit. Alors, past simple égale prétérit. Ce sont deux noms pour un même temps et le past perfect. Vous allez voir, c'est facile. Pourquoi? Parce que nous allons faire le cours à partir de 5 exemples concrets. Donc, on part du concret, on ne fait pas de la théorie et après on essaie d'appliquer, on fait le contraire. On fait du concret et je vous explique, ou en tout cas je vais essayer, chers amis, de vous expliquer ce qui se cache derrière pour que vous puissiez facilement utiliser les temps en anglais. Je sais que c'est un gros point bloquant pour pas mal d'entre vous. Donc, regardez, le past simple et le prétérit, donc c'est le même temps. Deux termes pour désigner le même temps. C'est le temps du passé. Parfois même, vous le verrez sur le nom tout simplement de passé en anglais. Il correspond à un point dans le temps, dans le passé, sans relation avec le présent. Last year, I went to France. L'année dernière, je suis allé en France. Vous voyez, c'est l'année dernière. À un moment donné, c'est fini. Là, c'est votre prétérit. Comment on le forme? Évidemment, on prend l'infinitif, par exemple to talk, on enlève le to et on rajoute ed. Sauf si c'est un verbe irrégulier, par exemple to come devient came. Donc ça, c'est notre prétérit ou past simple. Et après, vous avez le past perfect. Alors, vous savez que je n'aime pas faire des équivalences entre le français et l'anglais, mais là, pour le coup, on peut en faire une. Il correspond peu ou prou au plus que parfait. C'est-à-dire une action dans le passé qui se passe avant une action dans le passé. D'accord? Par exemple, en français, j'étais venu en France avant d'y retourner l'année dernière. Quand je dis « j'étais venu en France avant d'y retourner l'année dernière », vous comprenez bien que ma première venue en France, elle s'est faite avant mon retour l'année dernière. C'est votre action dans le passé avant une action elle-même au passé. Par exemple, quand nous sommes rentrés à la maison, nos parents avaient déjà dîné. Vous voyez, ils avaient déjà dîné, donc l'action de dîner, elle est faite dans le passé avant cette action qui est elle-même au passé. Et elle est finie aussi. Ils avaient déjà dîné. Le dîner est fini, d'accord? Je l'ai vu hier et je l'avais vu 8 jours avant. D'accord? Vous voyez, donc 8 jours avant, c'est fini, c'est dans le passé et c'est avant cette action 8 jours avant, elle est elle-même avant une autre action au passé qui est hier. Je l'avais vu il y a 8 jours avant de le voir ou l'avoir hier. Donc là, c'est exactement ce qu'il se passe dans votre phrase en anglais quand même. So when we came home, parce que c'est to come, came au prétérit. When we came home et pas when we come or we came. Non, we came. Aim. Vous voyez ici, vous avez la diphtongue, ce son qui est fort. Vous le retrouvez dans la phonétique qui est le juge de paix pour votre prononciation. En anglais, chers amis. When we came home, our parents had already had dinner. Okay? So, quand nous sommes rentrés à la maison, nos parents avaient déjà dîné. So, vous avez le temps qui passe. Nous, on est ici. Ok? On va dire qu'on est le sujet. Oui. Nous. Ensemble. On prononce cette phrase. Au moment où on le prononce, on est là. When we came home. Quand nous sommes rentrés à la maison. Vous voyez, quand nous sommes rentrés à la maison, on sent bien, même en français, que l'action, elle est terminée. C'est ici, mettons à -1, nos parents avaient déjà dîné. Donc, ils avaient fini de dîner et c'était avant qu'on soit rentré à la maison.
Donc là, vous avez votre past perfect qui parfois s'appelle aussi le pluperfect. Ok, vous le verrez aussi sur cette dénomination, qui est tout de même plus rare, mais vous pourriez peut-être la trouver dans des manuels plus académiques et ou plus britanniques pour le coup, mais évidemment past perfect convient parfaitement. Et past simple prétérit par contre pour désigner ce temps du passé, qui est en fait le prétérit ou le past simple. Vous choisissez une des deux dénominations, vous les trouverez de manière assez alternative. Donc, faut vraiment comprendre. Ok? Donc, le past perfect, vous le formez de la façon suivante. Vous avez votre auxiliaire avoir qui est toujours sur la forme passé, had. Et derrière, vous rajoutez le past participle, le participe passé. Donc, par exemple, si vous rajoutez ed, pour talk, to talk, ça sera talked, ok? Et pour have, c'est had. Et oui, pourquoi? Parce que c'est un verbe irrégulier, to have. Au prétérit, ça fait had. Et au participe passé, ça fait had. Ok? Est-ce que c'est tout bon? Parfait. I walked into the store. Et vous prononcez pas le L, c'est pas to talk. Et c'est la même chose ici, c'est pas to walk, c'est I walk. Le L ne se prononce pas quand il est entre un A et un K. Ok? I walked into the store and realized I had forgotten my purse. Je suis rentré dans le magasin et je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sac. Ok? So, I walked into the store. Donc là, dans le passé, je rentre dans le magasin et je me rends compte que j'avais oublié. Donc c'est avant, c'est une action avant qui est elle-même au passé évidemment, mais qui est avant le fait de to walk into the store. Ok? Et là, vous allez me dire, certains d'entre vous, mais du coup, il y a aussi ce temps au passé, Adrien. On ne peut pas dire I was walking into the store. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est was ou were plus le verbe en ing. Et ça, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez I'm, for example, I'm talking to you. Je suis en train de vous parler. Le présent continu, appelé aussi présent progressif. I'm talking to you, donc c'est l'auxiliaire être plus le verbe en ing. Et là, vous avez exactement la même chose, non pas pour exprimer une action qui est en train de se dérouler dans le présent, mais une action qui est en train de se dérouler ou qui se déroulait. Justement, en français, on va utiliser l'imparfait. Pas que pour ça, donc faites attention aux correspondances. Mais parfois, en français, pour désigner une action qui est en train de se passer dans le passé, on utilise l'imparfait. On dit tu parlais quand je suis arrivé. On ne dit pas tu parlas quand je suis arrivé. Pourquoi? Parce que l'imparfait sert à désigner, mais pas que. Donc c'est pour ça qu'il faut vous méfier des équivalences. Une action qui se passe en train de se dérouler dans le passé. Et qu'est-ce qu'on fait en anglais? Eh ben, pour désigner, non pas pour se dire tiens, c'est l'imparfait en français, je vais utiliser l'imparfait en anglais. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est en fait qu'est-ce qui se passe. Ok, c'est une action qui est en train de se dérouler dans le passé. Du coup, on va utiliser le past continuous. Ok? Le passé continu, si vous voulez. Comment vous le formez? Was, were, et vous mettez votre verbe en ing. Donc là, pourquoi on ne dit pas I'm walking into the store and I'm realizing I had forgotten my purse? Parce que c'est pas ce qu'on a mis ici. Je suis rentré dans le magasin et je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sac. On n'a pas dit, chers amis, je rentrais dans le magasin, donc là, au moment où je rentre et je me rends compte, vous voyez, quand on dit ça en français, je me rendais compte, je rentrais dans le magasin et je me rendais compte, ou tu rentrais dans le magasin et tu te rendais compte. Là, on a un peu cette impression de ralenti, c'est en train de se dérouler sous nos yeux dans le passé. Donc, vous voyez, c'est tout dans la nuance. Là, c'est pas la nuance qu'on a exprimée. On s'est pas concentré sur le processus en cours. Non, on s'est concentré sur le résultat. C'est pour ça qu'on a eu un passé composé en français et donc un prétérit ou un past simple. Vous savez que c'est la même chose maintenant en anglais. Et c'est d'ailleurs, vous comprenez maintenant parfaitement, si ce n'était pas déjà le cas, chers amis, pourquoi il est profondément stupide
d'expliquer aux gens que apprendre l'anglais, je parle bien d'apprendre l'anglais, pas et non pas bien évidemment de mettre 3 mots en anglais, 3 mots en français et de faire une espèce de bougli-bougla qui est évidemment, on le sait tous, dommageable et pénible parce que ça n'a ni queue ni tête malheureusement. Mais je parle de vraiment essayer d'apprendre l'anglais, ça ne va pas endommager votre français, ça ne va aucunement, j'insiste. Alors j'étais un peu virulent dans mon propos quand je vous ai dit il est profondément stupide, donc je reformule. Je pense que les gens qui expliquent qu'apprendre l'anglais va endommager le français ont tort, tout simplement. Permettez-moi cette reformulation. Mais voyez en fait, parce que si vous comprenez pas votre propre langue, si vous n'avez pas un bon niveau en français, vous aurez du mal avec l'anglais. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je parle bien français, pourtant j'ai un peu du mal avec les temps en anglais. Oui, c'est normal, parce qu'en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il ne faut pas simplement parler français, il faut bien comprendre ce qui se cache derrière sa propre langue. Donc ça demande quand même un certain niveau et c'est vraiment ce pourquoi vous avez déjà besoin de bien connaître le français, même si vous le parlez très bien. Ce sont parfois deux choses différentes pour bien parler l'anglais. Parce que si vous dites « I was walking to the store and realized I had forgotten my purse », on vous comprendra, mais c'est pas forcément exactement ce que vous avez voulu dire. OK? Vous pouvez évidemment, j'ai oublié de vous le dire, tout télécharger, faire le quiz, faire le PDF, télécharger le PDF de la diapo en cliquant sur le i en haut à droite. Et si vous ne voyez pas le i en haut à droite, chers amis, vous avez juste en dessous le lien sur lequel vous cliquez si vous êtes sur mobile ou sur tablette pour faire le quiz d'application et récupérer cette diapositive. Donc, regardez, ils se connaissaient depuis 2 ans avant de se marier. Donc, ils se connaissent depuis 2 ans et après ils se marient. OK? Donc, se connaissent depuis 2 ans. They had known each other for 2 years. Donc là, vous voyez, il faut faire attention. Parce qu'on n'a pas une parfaite équivalence, malheureusement, mais c'est comme ça, entre l'anglais et le français. Parce que là, on a évidemment un bel imparfait, sauf qu'ici, on a un past perfect. Pourquoi? Parce qu'il faut réfléchir dans la logique, si je puis dire, à l'anglaise. Nous, on est ici. They got married. Ils se sont mariés. Bon. Action finie dans le passé, résultat, ils se sont mariés. Et avant, ils se connaissaient depuis 2 ans. They had known each other for 2 years. Ils se connaissaient ou ils s'étaient connus, mais si on voyait, si on dit ils s'étaient connus depuis 2 ans, ça sonne bizarre, il y a un truc qui va pas en français. Pourquoi? Parce qu'en anglais, justement, pour exprimer cette action qui est avant une autre, on va systématiquement utiliser le pluperfect, le past perfect, ok? En français, qu'est-ce qu'on fait? Le depuis 2 ans, on n'insiste plus sur le processus. Donc là, on touche vraiment, on a un niveau quand même élevé de langue où en fait, c'est bien de connaître la règle de grammaire, mais derrière, ce que vous devez comprendre, c'est aussi par la pratique que vous ne ferez plus ce type de faute. Parce que ça, c'est de loin la phrase. C'est loin d'être une phrase évidente, d'accord? They had, mais du coup, si vous voulez le faire en anglais, qu'est-ce que vous pourriez mettre? Vous pouvez pas dire they knew each other for 2 years or they were knowing each other for 2 years. Ça marche pas. La seule solution que vous avez, c'est le past perfect, d'accord? Parce que for 2 years, c'est une durée qui est dans le passé avant une autre action au passé. Donc du coup, past perfect. They had known each other for 2 years before they got married. OK? Ensuite, il a regardé le dernier épisode après avoir couché les enfants. OK? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir couché les enfants. Ça se passe avant de regarder le dernier épisode, parce qu'il regarde le dernier épisode après avoir couché les enfants. OK? So, prétérit,
Past perfect. Alors là, the children, on a renversé après avoir couché les enfants. C'est the children went to bed. The children had gone to bed. Okay. So he watched the latest episode after the children had gone to bed. Okay. So he watched. Vous avez, j'insiste un peu sur le ED à la fin. Hein, je le prononce un peu plus fort pour que vous entendiez bien le he watched. Okay, he watched the latest episode after the children had gone to bed. Okay, et là vous retrouvez votre past perfect. Ensuite, on finit tranquillement. Alors je suis désolé, voilà c'est bon, hop ça s'enlève. I opened the door and asked. Je passe directement en anglais, on monte petit à petit. I opened. Hop là, voilà. I opened the door and asked them what they wanted. J'ai ouvert la porte et je leur ai demandé ce qu'ils voulaient. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Adrien, je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas de past perfect? Parce qu'il fallait pas s'endormir, chers amis. Ici, vous avez votre forme du passé, vous avez votre forme du passé, vous avez votre forme du passé. Tout ça, ça se passe en même temps. D'accord? Donc, ce sont des actions, pardon, ça se passe pas en même temps, ça se passe de manière consécutive, d'accord? J'ouvre la porte, je leur pose la question, je leur demande ce qu'ils veulent. 3 points dans le passé, d'accord? On se concentre sur le résultat. Ici, ce qu'on veut, c'est pas insister sur le processus. On dit pas « j'ouvrais la porte et je leur demandais ce qu'ils voulaient ». D'accord? Vous voyez, parce que quand je vous dis j'ai ouvert la porte et j'ouvrais la porte, c'est pas la même chose. Ou tu as ouvert la porte et tu ouvrais la porte. Vous voyez, quand je vous dis tu ouvrais la porte, et cette notion de c'est en train de se passer. Ici, là, ce qu'on veut exprimer, c'est action consécutive dans le passé. I opened the door and asked them what they wanted. OK? Donc, c'était un peu technique, même c'était franchement technique comme leçon. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous avez bien compris. Si vous avez bien compris les subtilités, là, c'est parfait. Si vous n'avez pas compris, c'est franchement parfait aussi. Pourquoi? Alors évidemment, nous, ce qu'on veut et ce que vous voulez aussi, c'est bien comprendre parce que vous avez fait l'effort. Donc, ne vous mettez pas trop la pression. Revenez sur la leçon et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions juste en dessous. Si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas la science infuse, alors là, pour le coup, ça nous rapproche parce que s'il y a bien une chose qui me caractérise aussi, c'est ne pas avoir la science infuse et si vous me permettez, chers amis, cette familiarité, de m'être aussi pris la tête exactement avec ce type de cours où je comprenais pas forcément. Alors peut-être que c'était moins bien expliqué. Je plaisante. Je plaisante. Mais vraiment, ne vous mettez pas trop la pression, mais ne soyez pas aussi trop laxiste dans le sens où les temps, la grammaire, on ne peut pas passer à côté, chers amis, en français comme en anglais. Sur ce, je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Have a nice day, guys. Bye bye. Et souvenez-vous, guys, ça s'adresse à la fois à la jante masculine et à la jante féminine, notamment en anglais américain. En fait, c'est presque un neutre. C'est pour s'adresser à un groupe de personnes. Par exemple, une femme, en interpellant un groupe d'amis IES, donc un groupe de copines, pourra très bien employer, ce qui est totalement contre-intuitif pour nous francophones, le terme « guys ». Ok? C'est pas les gars. Attention. En gros, ça sera un « chers amis ». Et vous voyez d'ailleurs, on n'entend pas la différence de genre en français à l'oral. Have a nice day. Bye bye.